Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence, j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans et j'ai créé cette émission en 2020 pour me motiver à quitter un métier qui ne me convenait plus. Aujourd'hui, je travaille à mon compte, notamment en tant que rédactrice web SEO, et c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. En effet, l'épisode du jour est un peu spécial. J'y reçois bien une enseignante reconvertie qui s'appelle Manon, mais nous allons davantage parler de son métier actuel que de son parcours de reconversion. Cela dit, si vous voulez en savoir plus à son sujet, on se fera un plaisir d'enregistrer un épisode complet. Manon, vous la connaissez peut-être sous le pseudo de Anne Moff sur les réseaux ou par le biais de sa page Facebook, Prof en Rédac. Elle a d'abord été chargée de communication dans le monde du spectacle vivant avant de devenir prof, puis de se reconvertir en tant que content manager. Dans cet épisode, Manon utilise des mots simples pour expliquer en quoi consiste le content management, ce mix entre marketing, SEO, rédaction web et réseaux sociaux. Elle parle de ses missions, de ses valeurs et du contenu de sa formation. Elle énumère aussi les compétences dont disposent déjà les enseignants pour réussir dans cette profession et elle partage le parcours de 4 de ses anciennes élèves qui ont aujourd'hui quitté l'enseignement. Si vous êtes plutôt visuel, je vous invite à faire un tour sur mon site internet avantj'étaisprof.com dans l'onglet Se former afin d'avoir toutes les informations sous les yeux. Et qui sait, vous y trouverez peut-être une jolie surprise. Je n'en dis pas plus, je vous laisse avec l'épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Manon. Bonjour Florence. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Et je vais commencer par te demander de te présenter s'il te plaît. Alors, je m'appelle Manon Fayard, j'ai 39 ans. Je suis une ancienne prof des écoles et je travaille à mon compte depuis 2018 comme content manager et rédactrice web SEO. Et je suis également formatrice en stratégie digitale depuis 2021. Et comment est-ce que tu as fait le lien entre tes différents métiers ? Parce que je pense que ça peut être intéressant qu'on puisse comprendre l'ensemble de ton parcours pour comprendre le but de cet épisode et en quoi tu peux comprendre mon audience et à la fois l'aider aujourd'hui à changer de métier. Donc, je suis une ancienne prof des écoles. J'ai enseigné pendant 6 ans en école primaire et j'ai adoré ça. J'ai adoré transmettre, partager. J'ai aussi beaucoup appris avec mes élèves et j'ai malheureusement vécu un burn-out qui m'a fait quitter ce métier à regret, mais j'étais plus capable d'enseigner et je me suis lancée à mon compte donc en communication digitale qui en fait était au cœur de mon premier métier. Puisque avant d'être prof des écoles, j'étais responsable de communication dans le spectacle vivant. J'ai accompagné des théâtres, des compagnies de théâtre dans leur communication. Et au bout de quelques années de pratique, où je m'épanouissais dans ce métier en indépendante, j'ai eu envie de revenir à la pédagogie. Et c'est comme ça, en fait, que progressivement a germé l'idée de créer une formation. Alors, c'était un peu un pari parce que j'avais jamais enseigné à des adultes. Mais aujourd'hui, je pense que la formule fonctionne et moi, je retrouve le plaisir justement de transmettre, de voir progresser les personnes que j'accompagne. Et comment tu expliquerais ce qu'est le content management, donc il y a aussi le management de contenu, parce que je me dis qu'il y a des gens à qui le côté anglicisme peut faire un peu peur, ça peut paraître très vaste, voire un peu effrayant. En quoi ça consiste ? Quelles sont tes missions par exemple ? Comment t'expliquerais ça à quelqu'un qui n'y connaît rien, comme moi il y a quelques années quand je voulais me reconvertir ? Alors c'est vrai que dans la communication numérique, il y a énormément de mots anglais et quand on met le nez dedans, on se demande un petit peu de quoi il s'agit. En fait, on pourrait parler, au lieu de content manager, en fait, on pourrait utiliser d'autres termes français, comme par exemple responsable de communication digitale ou responsable de stratégie de contenu, chef de projet en marketing sur Internet. On pourrait dire aussi responsable de contenu web, tout simplement. C'est un métier qui est là pour soutenir des entreprises qui ont envie de parler de leur offre, que ce soit des produits ou des services, sur Internet et de trouver des acheteurs. Donc, on vient en fait en soutien de cette stratégie commerciale à travers différents canaux de diffusion qui existent sur Internet. Alors, c'est un métier qui pourrait très bien se pratiquer en salariat, notamment dans des grosses entreprises. C'est des missions qui sont souvent internalisées. On pourrait aussi avoir cette casquette-là au sein d'une agence web
ou même d'une agence SEO. Mais c'est vrai que quand même, la plupart du temps, ça s'exerce en freelance, donc sous un statut d'indépendant. Alors concrètement, le content manager, il est là pour réfléchir à une adaptation de la stratégie commerciale de l'entreprise dans le domaine du marketing. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, moi, qu'est-ce que je fais concrètement pour mes entreprises clientes? D'abord, j'ai besoin d'identifier qui est cette entreprise. Donc, j'ai besoin de savoir ce qu'elle a à offrir, quels sont ses produits, quels sont ses services, qu'est-ce qui la différencie de ses concurrents, dans quel milieu, en fait, commercial elle évolue. Ensuite, j'ai besoin de bien connaître sa cible, donc ses acheteurs idéaux. Donc, j'ai besoin de savoir quel âge ils ont, quels sont leurs besoins, quels sont les freins qui pourraient les retenir de passer à l'achat, où est-ce qu'ils se renseignent, quels canaux de diffusion sur Internet ils utilisent. Donc voilà, j'ai besoin de travailler aussi sur l'identification de la cible de cette entreprise. Et ensuite, je vais réunir toutes ces informations pour essayer de clarifier ce que l'entreprise, elle doit dire, donc son message, comment elle doit le dire, donc là, c'est tout un volet en lien avec la ligne éditoriale, et où elle va aller diffuser ce discours-là. Tout ça, ça reste encore un petit peu théorique, mais en pratique, j'ai des tas de tâches différentes à exécuter pour que ça fonctionne. Donc, par exemple, si l'entreprise a déjà un site internet, je vais aller auditer ce site, à la fois techniquement, mais aussi dans la sémantique, dans les mots qui sont employés, et au niveau de ce qu'on appelle le copywriting, donc la manière dont la conversion, donc la vente, va s'effectuer, quels sont les mots choisis pour actionner les ventes. Mais je fais aussi de la rédaction web sur tout un tas de supports différents, des plannings éditoriaux, je gère des blogs, donc la création des contenus, mais aussi le développement des sujets. Quel sujet, quand, à quelle fréquence. Je fais des campagnes de netlinking, donc c'est en gros la recherche de sites partenaires qui vont parler de nous et nous envoyer des liens. Je fais des relations web médias aussi, des relations presse mais appliquées au web. Voilà, c'est assez varié. Donc finalement, le content manager, il a des compétences métiers qui sont quand même plurielles parce qu'il a des compétences en marketing, en stratégie, en création de contenu, en SEO et en gestion des réseaux sociaux. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Ça me paraît plus clair en parlant de toutes ces compétences. Est-ce qu'il y a des compétences clés ou des qualités ou des savoir-faire, des savoir-être qu'ont les profs et qui, à ton avis, peuvent être utiles, voire très utiles pour ce type de métier? Alors clairement oui. Être prof, ça a été très facilitateur pour moi et toutes les personnes que j'accompagne aujourd'hui dans cette reconversion sont des profs et ils ont exactement les mêmes facilités que moi. Donc en fait, quand on est ou on a été professeur, on a des qualités de travail qui sont alors ce qu'on appelle des soft skills, mais en gros des compétences transversales qui s'appliquent parfaitement au content management. Je pense par exemple au sens de l'organisation. Quand on est prof, on passe notre temps à organiser nos journées, notre année, on découpe tout, on essaye de planifier le programme sur toutes les heures de cours qu'on a à dispenser. Et puis on passe pour les profs par exemple de secondaire d'un niveau à un autre. Donc le sens de l'organisation, c'est fondamental pour être un bon content manager. Il faut être capable de planifier tout un tas de choses à long terme, c'est le principe d'une stratégie. Il faut donc anticiper. Tout ça, les profs savent vraiment le faire. Il faut avoir une certaine part d'intuition aussi. Et être prof, c'est quand même savoir réagir dans l'immédiat, ressentir l'humain avec qui on est en face à face. Et c'est très important, c'est vraiment une qualité précieuse pour accompagner une entreprise dans la création de ses contenus. Il faut un très grand sens de l'écoute et de l'observation, parce que même si c'est un métier où on produit beaucoup, c'est vraiment très important au départ d'être dans l'observation pour après agir de manière correcte. Il faut aussi être capable de s'adapter, adapter son discours, adapter son mode de travail, parce qu'on travaille avec des entreprises, mais en fait, ces entreprises, c'est des humains, elles sont incarnées, et donc ils n'ont pas les mêmes habitudes, les mêmes envies, les mêmes process en interne, donc il faut s'adapter à tout ça. Et je pense que l'une des qualités vraiment qui me paraît la plus importante et encore malheureusement assez peu partagée dans ce milieu, et je pense que les profs pourraient ramener cette qualité au cœur du métier, c'est l'honnêteté intellectuelle et la transparence. En fait, c'est très important quand on gère une stratégie
comme quand on gère une classe, d'être capable de dire j'ai essayé ça, ça n'a pas fonctionné, de faire le bilan de cet échec-là pour pouvoir mieux rebondir et trouver une autre approche. Et encore aujourd'hui, franchement, dans ce milieu, on voit des gens qui avancent un petit peu comme des bulldozers, toujours très sûrs d'eux. Ils affichent vraiment une certitude dans ce qu'ils font, alors qu'en fait, une bonne stratégie, c'est sans cesse remis à l'ouvrage. On est sans cesse en train de revenir sur ce qu'on a fait et de réadapter. Et donc, l'honnêteté intellectuelle, je pense que c'est quelque chose que les profs ont et qui est très bénéfique pour faire ce métier-là. Je suis assez d'accord avec toi puisque je vois, depuis que je suis à mon compte, je vois tous ces entrepreneurs qui fleurissent sur les différents réseaux sociaux. Et j'avoue que moi, probablement, de par mon côté prof et la personnalité qui fait que j'ai décidé de devenir prof, j'ai cet aspect humain, un peu sensible, un peu émotif. Je peux être vite touchée par certaines choses et je sais que j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux catégories d'entrepreneurs. Il y a vraiment les entrepreneurs qui se disent entrepreneurs et qui en font 3 caisses avec toujours plein de mots, tu sais, qui te font un peu peur ou tu te sens pas très à l'aise parce que tu vois bien que toi tu sais pas et que lui il sait. Et il y a cette hiérarchie qui est mise en place et qui d'ailleurs ne me plaisait pas dans l'enseignement. Et puis il y a d'autre côté les personnes comme toi ou les gens dont moi j'ai suivi des formations, parce que c'est important aussi de suivre une formation, pas que pour son contenu, mais d'avoir un bon feeling avec la personne qui la présente, je trouve que c'est important, et qui amène cet aspect humain, ces valeurs, cette authenticité. Et quand tu parles d'honnêteté intellectuelle, c'est vrai que c'est pas ce que je vois le plus sur les réseaux, et j'y avais pas pensé avant que tu le dises là, mais c'est vrai que les enseignants seraient un bon type de profil pour apporter ça davantage dans l'entrepreneuriat. Non, mais c'est vrai que il faut pas se laisser impressionner par l'image que les gens entrepreneurs donnent d'eux sur Internet. Ça me fait penser à quelque chose. Il y a quelque temps, une personne que j'aime bien par ailleurs, qui est quelqu'un de sympa et d'authentique, qui me dit ah mais on te voit pas souvent sur les réseaux. Tu sais que si tu veux trouver des clients, il faut que tu te montres plus. Et je lui dis mais en fait, si je me montre si peu, c'est parce que j'ai des clients. Je suis en train de travailler pour eux. Donc, c'est vrai que je consacre moins de temps à la communication de mon entreprise parce que je suis prise. Et j'ai pris conscience, en fait, que ces gens-là, ce qu'elle dit, c'est à l'image de ce que d'autres personnes pensent. Forcément, elle n'est pas la seule à le penser, que si on ne se montre pas, on laisse entendre qu'on est inexistant, qu'on ne fait rien, qu'on ne travaille pas. Or, pour moi, non, c'est complètement le contraire. C'est-à-dire, si j'ai le temps d'aller tous les jours sur les réseaux sociaux et de produire beaucoup de choses, soit c'est parce que j'ai une promotion en cours et c'est ce qui m'occupe. J'ai un produit à vendre, je veux le faire connaître. Soit j'ai déjà mon planning qui est plein et donc je travaille dans mon coin. Et ça contribue à l'honnêteté aussi, je pense à la transparence en fait, de pouvoir dire je viens pas très souvent parce que je suis très occupée tout simplement. Et je pense qu'il y a une énorme différence entre ce qu'on imagine de la réussite et de la notoriété. Et qu'effectivement, il y a des comptes, je vois sur Instagram, LinkedIn, avec beaucoup, beaucoup d'abonnés où tu te dis, eux, c'est sûr, ça roule, ça marche super bien, ils sont vachement suivis. Mais en fait, rien ne te dit que derrière, ils galèrent pas financièrement, ou qu'ils sont pas sûrs de ce qu'ils veulent faire, ou qu'ils ont pas confiance en eux ou quoi. Et puis il y en a d'autres, parfois il y en a qui n'ont même pas de réseaux sociaux, et qui pour autant ont une activité à temps plein, et financièrement ça se passe très bien, et ils ont le temps de développer des projets, et voilà. Donc vraiment pour moi c'est deux choses différentes, et je rebondis aussi sur ce que tu disais de la vision de l'entrepreneur, parce que du coup quand j'étais prof et que j'ai voulu passer à mon compte, j'avais très peur des premiers clients, parce que pour moi un client, et je l'ai déjà dit dans une autre interview, mais pour moi un client c'était un monsieur de 50 ans, hyper sérieux, avec pas du tout d'humour, un costume, une petite mallette, et j'allais avoir hyper peur. Et en fait, je me suis rendu compte quand moi, par exemple, j'ai cherché des rédactrices pour mon site avant j'étais prof, en fait, les personnes qui ont écrit pour moi, j'étais la cliente, j'étais leur cliente. Et je me suis dit, mais je suis pas du tout quelqu'un qui fait peur. Donc en fait, la plupart des entrepreneurs, surtout les gens qui sont à leur compte et qui sont seuls ou en petite équipe, mais même parfois des grosses entreprises, il peut très bien y avoir un côté très humain, des gens très ouverts d'esprit. Et je sais pas si pour toi c'est comme pour moi, mais la plupart du temps, j'ai pas l'impression d'avoir ce rapport client ou prestataire, ou tu sais, j'ai pas de relation
hiérarchique entre guillemets, parce que c'est pas autant hiérarchique que genre un patron, mais souvent c'est plus travailler ensemble, parce qu'au final, et ça me rappelle aussi l'école, quand un prof et un parent finalement sont censés bosser main dans la main pour que l'enfant arrive là où on souhaiterait qu'il arrive en fin d'année. Et bah là c'est pareil, toi et ton client, tu travailles main dans la main pour que l'entreprise arrive là où tu as envie qu'elle arrive. Oui, c'est vrai. En fait, quand on est en indépendant, on n'est pas du tout soumis à une relation hiérarchique avec un client. Et pour moi, c'est un red flag absolu quand, dès les premiers contacts, je ressens que le client veut me soumettre à cette relation de subordination. En général, je signe rien du tout avec quelqu'un qui me témoigne ce genre de relation-là. Pour moi, c'est effectivement chacun son métier. Lui, il est peut-être formateur, thérapeute, architecte, peu importe, il a son métier. Et si il prend contact avec moi, c'est parce qu'en fait, il a besoin de quelqu'un qui a mon expertise en communication numérique, que lui a peut-être vaguement, mais pas le temps de s'y consacrer, mais en tout cas, il n'en est pas expert, et en fait, bien souvent, il a aucune connaissance sur ce domaine et donc moi, je vais lui apporter ça. On est là en tant que collaborateur, au même titre qu'il embaucherait des personnes, au sein de son entreprise de manière salariale qui auraient, à leur actif des compétences que lui ne possède pas. La grosse différence, c'est effectivement qu'il ne peut pas vous imposer de travailler de telle heure, à tel endroit. Alors, il peut vous fixer des délais, mais vous pouvez les refuser. Par exemple, ça m'est arrivé d'avoir des demandes, il me faut absolument tel texte pour telle date. Et ça rentrait pas dans mon calendrier, donc j'ai dit: «Je peux pas» et il est allé voir ailleurs. Donc il faut être capable aussi d'affirmer sa liberté d'entreprendre, de travailler comme on en a envie face à un client et pas se laisser trop intimider. Après, il faut reconnaître que, les profs, c'est quand même un métier, très féminin et l'entrepreneuriat reste quand même, je pense à des TPE, PME et même plus grosses entreprises, largement dominées par les hommes. Donc quand même, en tant que prestataire, dans le digital, on est souvent des femmes sollicitées par des hommes et installer une relation d'équité, se faire entendre, se faire respecter, s'imposer d'une certaine manière, c'est un challenge en fait. Ça s'apprend et ça marche pas toujours. Donc c'est bien d'avoir conscience et c'est peut-être, un des points, les plus sensibles finalement dans cette, piste de reconversion. Je suis assez d'accord avec toi puisque ça fait partie des choses que j'ai pu vivre. Toutefois, j'ai la sensation que plus les années passent, plus on gagne en expérience, en compétences et plus on prend aussi confiance en nous. Et là, en ce moment, j'ai un client masculin plus âgé avec qui c'est parfois un peu compliqué parce qu'il a grandi dans une société patriarcale. Donc il a l'impression que et je suis une femme et je suis plus jeune et je travaille pour lui, grande guillemets. Du coup, je vois bien la relation et un peu je sais qu'à l'époque, tu vois, ça m'aurait embêtée parce que j'aurais pas su comment faire. Là, je sais que moi, dans ma tête, je ne suis pas la personne qui pense que je suis. Donc en fait, je sais ce qu'il pense imposer, mais ça ne prend pas sur moi. Et au final, ça ne mène pas forcément à un conflit, tu vois. Voilà, la mission se terminera, je sais que c'est un client qui payera dans les temps, ça se sera bien passé. C'est juste des fois des façons de faire où c'est vrai qu'on se rend compte, parce qu'en tant que prof, comme c'est un métier assez féminin, comme tu disais, on est aussi entouré de femmes. Et c'est un métier où il n'y a pas de challenge de vente et de vraiment sortir son épingle du jeu et tout ça. Donc c'est quelque chose de différent. Mais qui, je trouve, c'est quelque chose que je n'aurais pas voulu faire il y a plusieurs années en arrière. Et quand je me suis sentie prête, je me suis sentie prête. Je pense qu'il faut aussi savoir s'écouter. Quand on sent qu'on n'est pas du tout prêt à passer à son compte, je pense qu'il ne faut pas le faire parce que c'est quand même, c'est pas mal de challenges divers et variés. Donc il faut être prêt à les affronter. Mais par contre, quand on le sent, allons-y gaiement. Le gros avantage d'être à son compte, pour toi comme pour moi, après être passé par là, mais c'est que contrairement au fait de travailler dans l'éducation nationale, si demain tu te rends compte que ça te plaît pas, tu peux changer de métier, t'as pas à demander l'avis de qui que ce soit, une autorisation, un cumul d'activités, attendre telle date et tout. Tu peux fermer ton entreprise ou tu peux la mettre de côté et faire d'autres missions. Tu peux prendre un CDI si tu as besoin d'un complément de revenu en attendant ou si tu veux pas avoir qu'une seule activité. Enfin, voilà. Il y a un côté plus libre. Toi, dans la formation que tu proposes et qui donc est aussi axée vers les enseignants et les compétences qu'ils ont déjà,
Comment est-ce que ça se passe? Comment ça s'organise? Qu'est-ce que tu proposes à l'intérieur? Quel est le fonctionnement? Raconte-moi un peu tout ça. Alors effectivement, cette formation, de toute façon, au départ, avant même que ce soit une formation, c'était une proposition, sous forme de workshop, uniquement destinée aux enseignants et un peu plus largement, disons, au personnel de l'éducation nationale parce qu'il y avait une personne, par exemple, qui était, anciennement secrétaire, dans un collège, secrétaire administrative. Donc ça restait quand même, complètement centré sur l'éducation nationale parce que simplement j'étais poussée par l'envie de faire connaître, mon métier, mon nouveau métier et ouvrir des portes, de réflexion à des anciens collègues sur des métiers dont ils n'avaient pas forcément, connaissance. Donc au départ, c'était un workshop vraiment, pour des profs, pour présenter mon métier, montrer un peu comment je travaillais, toutes les missions que ça englobait. Ça a duré 2 jours, ça s'est super bien passé et toutes les personnes qui y ont participé, donc elles étaient, 5 ou 6 je crois, m'ont dit: «On rêverait de suivre une formation à tes côtés, beaucoup plus complète, pour apprendre à faire tout ce que tu nous as présenté». Donc c'est comme ça que ça s'est mis en place. J'ai mis à peu près 1 an pour vraiment construire les contenus, dans la première, version que j'ai proposée. Elles s'y sont toutes inscrites d'ailleurs et depuis elles ont été rejointes par d'autres personnes. Moi, ce que je demande aux élèves, de cette formation, c'est de s'inscrire quand elles ont un projet entrepreneurial, quel qu'il soit, mais il faut qu'elles aient ce projet-là. Et parce qu'en fait, c'est une formation qui est complètement, qui est pragmatique, au sens où je vais, les guider à travers, la mise en place de méthodes et d'outils, dans la création de leur stratégie de communication pour leur propre projet. Donc elles arrivent avec un projet. Ce projet, ça peut être: je veux devenir content manager. Ça peut être, je veux être rédactrice web, mais je veux bien gagner ma vie. Parce que ça, on devrait peut-être aussi évoquer ce Oui, on va en point-là. reparler, ouais. J'ai un projet tout autre. J'ouvre un commerce. Je veux devenir artisan. J'ai besoin de me faire connaître. Donc elles ont ce projet-là, peu importe lequel, et on va partir de là et à travers 4 grandes parties. Donc d'abord le marketing, puis le SEO, puis la rédaction web, puis les réseaux sociaux. Je vais les amener à se construire, tout ce qu'il leur faut, tous les supports qu'il leur faut pour se faire connaître. Ce qui fait qu'à l'issue de la formation, elles ont, très clairement identifié la marque, leur marque. Elles ont défini le ton avec lequel elles vont parler à leur cible. Elles savent qui sont leurs acheteurs idéaux, comment leur, parler. Elles ont défini tous les mots-clés qui vont être ciblés par leur futur site internet. Elles ont écrit les pages principales de leur site et je les ai guidées dans la rédaction de leur premier article de blog. Donc, elles peuvent après reproduire ce principe-là pour tous les sujets qu'elles veulent traiter dessus. Elles ont en main les premiers posts qu'elles vont diffuser sur les réseaux sociaux. Et on termine tout ça par 2 demi-journées en visio avec les élèves de leur promotion. Donc j'essaye en tout cas de limiter à 5, donc des fois on dédouble pour qu'on ne soit pas trop nombreuses. Alors je dis nombreuses parce qu'il n'y a qu'un homme, donc Ah oui. Le féminin l'emporte. Et donc dans ce temps-là, qui est complètement orienté sur la stratégie commerciale, je les aide à clarifier les offres qu'elles vont proposer, à quel prix, donc on fait toute la grille tarifaire, on travaille sur le chiffre d'affaires qu'elles veulent se faire, et tous les moyens commerciaux qui sont à leur disposition pour y arriver. Après, on va un peu plus loin puisque on fait des jeux de rôle pour écrire un email de prospection à froid, réussir son premier call client. Donc, il y a des élèves qui jouent le rôle du client et d'autres. Et on débunk un petit peu toutes ces peurs et puis on essaye de trouver des bonnes façons de présenter rapidement son offre, en fait. Donc, c'est vraiment une formation qui se veut opérationnelle, pragmatique, fonctionnelle. Moi, j'ai besoin que mes élèves, quand ils sortent de là, ils puissent tout de suite mettre en œuvre ces supports-là et trouver leur premier client. Et en fait, ça marche, hein. C'est ça le truc fou. C'est que ça marche. Oui, ça marche. Je pourrais en parler. J'ai plusieurs élèves qui incarnent cette réussite-là. Donc voilà. Donc je dis souvent formation, mais on pourrait dire accompagnement, on pourrait dire mentorat parce que c'est complètement individualisé. On part du projet de la personne et on l'emmène vers la réalisation de son projet. Et ce que je trouve chouette, toi, dans ce que tu proposes, c'est que donc il y a
tous les cours et qu'au-delà des cours, il y a des exercices et que ces exercices, tu les corriges individuellement. Et je trouve que c'est ce qui aide à savoir se positionner et travailler aussi sur soi pour s'améliorer sur certaines choses ou savoir ce qui est bien pour le garder et savoir que si ça d'emblée, j'ai apparemment les compétences pour le faire correctement, ça peut être un de mes points forts. Et je trouve que c'est bon de savoir ça pour savoir dans quelle direction avancer, sur quoi travailler plus. Et sans ça, c'est bien d'avoir de la théorie parce que c'est ce qui va te servir à passer à la pratique. Mais en fait, si tu dois passer à la pratique pour la première fois sur un client que tu ne sais pas comment démarcher, que si par miracle tu le trouves, il a dit oui, t'es pas sûr que ce que tu fais, c'est vraiment bien. Et tu vois des choses toutes bêtes, mais toi tu parlais aussi du côté pratique, d'être à son compte avec des questionnements, tu vois, de chiffre d'affaires, par exemple. Là, une personne que j'accompagne sur un club de profs en reconversion qui me disait, c'est bon, j'ai un client, mais je sais pas faire une facture. Et en fait, je me suis dit, c'est marrant. Moi, il y a 3 ans, quand il y a quelqu'un qui était sur un groupe de profs reconvertis, qui n'avait pas le temps d'honorer certaines prestations, j'avais postulé, alors moi, je veux bien ta prestation, parce que j'ai jamais fait encore dans la vraie vie, quoi. Je veux bien, et puis elle m'avait choisi et j'étais là, par contre après, comment on fait une facture ? Parce que c'est bien mignon d'avoir fait mon travail, mais heureusement le tarif était déjà décidé par elle, donc je n'avais pas eu ça à faire, ça m'avait enlevé une épine du pied, parce que sur ça j'étais pas fortiche, mais surtout comme l'ambiance je trouve dans ce milieu-là, quand tu t'entoures bien, est bonne, elle m'avait dit, si tu veux, je t'envoie un exemple de facture, je te dis ce qu'il faut mettre dedans, et elle avait juste fouté les parties pour des clients qu'il fallait pas que je voie, ça m'avait permis de faire la mienne, ce qui fait que la semaine dernière, quand quelqu'un du club des profs en reconversion m'a posé la question, je lui ai répondu, j'ai déjà vécu ça, si tu as besoin, je peux t'envoyer une facture pour que tu saches comment le faire. Et je sais que cette personne, d'avoir eu cette aide, le refera plus tard. Et d'avoir du coup cet aspect humain, pratique, où c'est pas non plus que tu prends les gens par la main, parce que les gens sont quand même autonomes, tu vois, on est grands, on est des adultes, mais d'avoir un accompagnement qui est poussé et qui est individualisé, je pense que c'est essentiel pour prendre confiance en soi et que juste suivre des formations théoriques, moi, c'est pas quelque chose qui m'irait, sauf si c'est vraiment pour développer un point dont j'ai déjà la pratique. Admettons, je suis déjà rédactrice web, je veux intégrer, je sais pas, un certain type d'audit ou une autre prestation en netlinking par exemple. Je connais déjà mon métier, je peux m'ajouter une compétence. Mais quand vraiment tu commences et que tu as vraiment besoin de l'entièreté de cette aide, je pense que c'est une bonne chose quand même d'être bien accompagné. Oui, d'ailleurs, on parle d'exercice, mais en fait, c'est des réalisations de tâches. C'est-à-dire que c'est pas un exercice sorti de tout contexte. L'exercice, c'est je dois faire une étude de mots-clés. Mais je fais pas une étude de mots-clés pour en faire une. Je fais l'étude de mots-clés de mon futur site internet. Donc, je leur explique comment la méthode. Donc, pour le coup, c'est un des plus gros exercices à faire. Donc, il y a une vidéo tuto pour les guider pas à pas dans la méthode. Je leur indique un outil qu'ils peuvent utiliser gratuitement pour réaliser le travail. Et effectivement, je leur fais un retour. Je dois rédiger une page d'accueil. Je rédige la page d'accueil de mon futur site internet. Je dois écrire une page de vente. Je choisis une de mes offres et c'est la page de vente de cette offre-là que je vais rédiger. Et en fait, tous les exercices, une fois qu'ils sont créés par l'élève, je les reçois. Je fais des retours dessus, il les corrige, il me les renvoie. Et quand on est arrivé à un point satisfaisant, qui leur plaît et qui correspond aux critères que moi j'estime importants, ils peuvent les mettre de côté et disent ça c'est prêt. Et quand ce sera le moment, je m'en servirai. Et donc ça c'est vrai que c'est très important. Je pense que moi une des formations que j'ai préféré faire quand j'ai débuté, c'est une formation où il y avait énormément d'exercices de rédaction web à faire. Et je pense que ça compte beaucoup. Et j'avais la chance d'avoir des corrections individuelles. Et ça m'a énormément aidée. Ça a été très, très personnalisé. Ça m'a permis de tout de suite décrypter mes points forts, mes points faibles. Donc ça, c'est vrai que j'y tiens beaucoup. Et je pense que ça fait partie des critères qui motivent les élèves à s'inscrire à ma formation, d'ailleurs. Entièrement. Je sais que moi, dans la formation que j'avais suivie, mais du coup juste en rédaction web, et on va en reparler juste après, j'avais pris l'option où tu as les corrections d'une correctrice, parce que je me suis dit, sans ça, me connaissant, jamais j'aurais confiance en moi pour aller travailler derrière pour de vrais clients, et je regrette pas du tout, et je sais que je n'aurais pas eu le parcours que j'ai eu et la confiance que j'ai eu derrière si j'avais pas eu ça. Mais du coup, pour en revenir à la rédaction web pure, parce que moi, c'est ma reconversion,
Quand j'en parle, je suis assez d'accord avec toi sur certains points, notamment le fait que c'est difficile de gagner sa vie convenablement avec que de la rédaction web. Non seulement parce que écrire 8 heures par jour, tous les jours, je pense que moi, ça ne me conviendrait pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça ne conviendrait pas. C'est difficile d'être vraiment à 100%, d'être à la fois technique et créatif en même temps, tout au long de la journée, chaque journée, etc. Et à la fois parce que c'est pas facile de fixer ses prix au départ et d'avoir des clients qui comprennent l'intérêt de ce métier et ce que ça peut leur apporter. Et qu'il y a aussi une politique sur Internet où t'es beaucoup payé au mot. Et du coup, tu te retrouves avec X centimes du mot. Et je trouve que visuellement, de voir que tu es payé X centimes, même si c'est par mot, je trouve que c'est pas la même chose que si tu disais, je sais pas, admettons mon article il fait 1000 mots, bah tu mets un vrai tarif au mot, tu vois, tu demandes 200 €. Bah, je trouve que voir 20 centimes par mot, c'est pas la même chose que de voir 200 € pour un article qui fait la même chose. Donc je sais que dans ma pratique personnelle, et on en a déjà parlé toi et moi hors micro, j'ai tendance à plutôt rédiger le matin, et je me suis ensuite spécialisée en suivant notamment d'autres formations parfois sur d'autres domaines comme les audits SEO ou les plannings éditoriaux, etc., etc., pour développer un peu mes compétences, ne pas faire toujours la même chose et avoir des missions qui sont parfois mieux rémunérées. L'avantage, toi, de la formation, c'est qu'il y a de la rédaction web, SEO, donc spécialisée en référencement naturel, mais il n'y a pas que ça. En quoi tu penses que financièrement, parce que c'est un peu le nerf de la guerre aussi, on va pas se mentir, quand on se reconvertit, t'es passé par là, moi aussi, les gens qui nous écoutent, ça va être leur cas bientôt. Donc en quoi tu trouves même de ton expérience que financièrement, c'est plus intéressant d'intégrer la rédaction web SEO à d'autres domaines que de le faire seul? En fait, j'ai eu le même constat que toi. C'est-à-dire que je suis aussi entrée dans ce métier par la rédaction web. Je me suis retrouvée à devoir passer des heures et des heures à écrire chaque jour et à m'épuiser, à être à la limite de l'écœurement, alors que j'adorais écrire et que c'est ce qui me faisait palpiter. Et c'est comme ça que j'ai mis un orteil, puis après le pied complet, puis après j'y suis allée vraiment gaiement dans le référencement naturel. Donc moi, j'ai débuté là-dedans et c'est vraiment mon domaine de spécialisation technique, on va dire. Et donc, le SEO, ce que ça m'a permis, c'est de me présenter non plus comme une simple exécutante. Je le dis pas de manière négative parce que, encore une fois, la rédaction web, c'est précieux. Les personnes qui maîtrisent la rédaction web ont un avenir en fait dans ce métier-là, mais tu es l'exécutant. Et donc, quand tu es rédactrice web, mais aussi consultante SEO, là, tu prends un rôle plus stratégique et ça va te permettre d'englober la rédaction dans ta mission, d'avoir la main sur tout le process, c'est-à-dire que tu réfléchis à pourquoi on va écrire ça, quel est l'objectif en référencement naturel, mais après, tu vas aussi être dans l'exécution de la tâche d'écriture, ce qui fait qu'en étant d'un bout à l'autre du processus, tu deviens encore plus indispensable au client. Et donc, non seulement il y a une question bien sûr de rémunération, mais il y a aussi une question de considération, parce que comme tu as été là pour dire on va faire ça et l'effet attendu est celui-là, et que l'effet se produit, d'un coup, on te dit, ah oui, en fait, tu m'as pas raconté n'importe quoi et on te garde. C'est comme ça que j'ai eu mon premier client en SEO il y a 4 ans et qu'aujourd'hui, on travaille encore ensemble et qu'il y a une grande relation de respect entre nous parce qu'il a les fruits de ce travail stratégique. Et moi, ce que j'apprécie avec lui, c'est que justement, c'est toujours moi qui écris les textes, en fait. Ça va jamais changer. Donc, la rédaction web, je pense que c'est une très bonne porte d'entrée pour entrer dans le marketing digital. C'est vraiment une bonne porte d'entrée pour aller dans ce métier-là. Mais si on en reste à la rédaction web, on est très vite limité. On atteint un peu rapidement ce qui s'appelle un plafond de verre finalement, parce que notre temps, il n'est pas extensible. Donc, je ne peux pas passer de 2000 mots par jour à 10 000 mots par jour. Et je ne peux pas non plus accroître mon prix aux mots de manière exorbitante parce que sinon, les clients vont aller à la concurrence. C'est encore plus vrai avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, puisque quand même, pour des petites missions, un peu de remplissage de site, etc., on ne prend plus d'humains. Donc, la rédaction web, aujourd'hui, ça ne suffit plus à se faire un chiffre d'affaires confortable dont on peut vivre à 100%. Donc, se former au marketing digital de manière plus stratégique, savoir monter une stratégie de communication de A à Z,
maîtriser la stratégie SEO d'une entreprise, savoir gérer les réseaux sociaux pour le compte d'une entreprise, c'est des exemples qui permettent en fait de diversifier ses missions, de mieux gagner sa vie, d'être mieux considéré et en plus de fidéliser davantage les clients. Ça évite d'être toujours dans la recherche de nouveaux clients parce qu'on les accompagne sur le long terme. C'est ça. Je sais que moi, c'est quelque chose que j'avais vécu quand j'ai commencé en rédaction web. J'avais beaucoup de petits clients un peu en one-shot. Et du coup, j'avais pas trop de stabilité financière, parce que c'est aussi, et intellectuelle d'ailleurs, quand tu sais jamais ce que tu vas faire la semaine prochaine, c'est un peu spécial. Là, après être partie 2 ans et avoir surtout utilisé mes compétences pour mon propre site web, depuis le mois dernier, je suis à nouveau en recherche de clients. Et en fait, comme j'ai plusieurs activités, j'ai pas énormément de temps pour l'instant à consacrer à la prospection. Et j'ai de la chance d'avoir maintenant mon réseau que t'as pas le premier jour où tu commences, mais là, c'est une aide. Et du coup, d'avoir des clients, mais pour l'instant, je n'ai pas en rédaction web, tu vois, de mission fixe. Bon, j'ai repris le mois dernier, donc ça va, mais je sais que ça finira par venir et que c'est plus confortable. Mais je sais aussi que ça n'arrive pas tout seul et que c'est plus facile à trouver quand tu peux proposer une prestation globale. Et je me doute bien, quelqu'un qui sort de ta formation et qui pourra tout faire, VS moi, le côté marketing, j'y connais rien du tout. Les réseaux sociaux, j'aime pas ça. Tout ce qui est l'aspect visuel, graphique, penser à sa communication, avoir une stratégie, c'est pas mon truc. Par contre, tout ce qui va être technique, voilà, les audits, les plannings, la gestion, l'analyse, ça me va. Mais je sais que je n'ai pas toutes les compétences qu'aurait quelqu'un qui sort de ta formation. Donc à choisir, en toute logique, quelqu'un qui est censé, sain d'esprit, choisira plutôt quelqu'un qui sort de chez toi. Donc moi je sais que j'ai beaucoup parlé de rédaction web, mais là en rentrant de l'étranger et 3 ans après m'être formée, je vois bien que le métier a évolué, la vie coûte plus cher. Il y a eu l'arrivée de l'intelligence artificielle, donc ça après c'est 2 poids 2 mesures. Moi je m'en sers aussi pour travailler et ça m'enlève une belle épine du pied, il faut juste l'utiliser avec intelligence. Mais voilà, ça peut être un plus comme ça peut être un moins, comme tout dans la vie, mais je pense effectivement que plus on va avancer, plus on va être solide en ayant des compétences diverses et pouvoir assurer une prestation globale en fait. Mais ça fait complètement sens, c'est juste que c'était pas forcément comme ça que les choses fonctionnaient majoritairement jusqu'à présent. Effectivement, c'est vrai qu'avant c'était quand on dit avant, c'était il y a pas si longtemps. Ah oui, non, mais ça va hyper Avant vite. 2020, et même, à l'époque du Covid, il y a eu un gros boom. On a beaucoup fait appel à des rédacteurs web parce que du jour au lendemain, toutes les entreprises ont eu besoin d'un site web. Donc, moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais 2-3 partenaires qui vendaient des sites. J'écrivais les contenus, j'étais la rédactrice officielle. Je ne faisais que ça et j'écrivais peut-être 3-4 sites vitrines par semaine. Et ils étaient tous payés, entre 200 et 800 €. Donc je gagnais énormément bien ma vie, en fait, juste en écrivant. Et puis ça s'est raréfié parce que moins d'entreprises ont eu besoin de sites internet, parce que l'utilisation de l'IA a augmenté et on a commencé à lui faire rédiger les contenus. Ça coûtait moins cher et on peut les comprendre aussi, les entreprises. Voilà, ça s'est extrêmement raréfié de ce point de vue-là. Donc de toute façon, c'est pas compliqué. À partir de fin 2020, début 2021, il y a eu un crash un peu dans le métier de la rédaction web. On a vu plein de rédacteurs qui parfois avaient commencé avant moi, donc avant 2018, partir, quitter le métier, reprendre un job en salariat parce que ils ont été remplaçables. Et c'était le coche à pas louper. Donc moi, je me souviens qu'à l'époque, j'entretenais beaucoup de conversations avec Camille Gillet, qui est storyteller, qui m'a dit, c'est le moment où elle a fait le pivot. Elle était rédactrice web, mais quand même avec une spécialité sur la construction d'une image de marque, etc. Elle a complètement basculé sur le storytelling et maintenant elle accompagne des entreprises sur la création de leur image de marque à travers tout type de support. Et c'est le moment où moi, je suis passée du côté du référencement naturel. Et c'est quelques mois après que j'ai dit, mais en fait, je peux pas juste faire du SEO et de la rédaction web, il faut que je sois encore plus en amont. Et c'est comme ça que j'ai réveillé mes compétences en marketing pour faire un tout. Mais par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui se dit content manager, il peut être là pour mettre en place une stratégie et ensuite déléguer à des partenaires un travail comme la rédaction web ou se conserver la rédaction web pour le site web mais pas faire les emailing par exemple, ou alors il peut déléguer les réseaux sociaux et conserver le reste. En fait, une fois qu'il sait tout faire, qu'il a une vue globale de tous les canaux de diffusion et des missions,
il peut aussi, par intérêt, affiliation pour des domaines plutôt que pour d'autres, choisir de se spécialiser et voilà. Donc, c'est rare d'être content manager freelance et de jamais mettre les mains dans le cambouis. On fait quand même des micro-tâches parce que c'est aussi ce qui remplit un calendrier, quoi. On fait pas que de la stratégie, mais on pourrait imaginer que ce soit le cas quand même. Et sur l'aspect financier, moi souvent je dis à mes élèves ou mes futurs élèves, ma formation elle est remboursable en 1 à 2 contrats de content management parce qu'en fait on ne vend jamais, on pourrait rien faire rentrer comme mission à moins de 300-400 € pour un client. En dessous, franchement, de la rédaction web, oui. De la stratégie SEO, etc., on fait rien. Donc, on n'aurait pas d'effet. Notre stratégie, elle serait sans effet. On n'aurait rien à vendre aux clients. Donc, je leur dis, en général, tu trouves 2 clients en content management pour 1 mois, tu as remboursé ta formation. Tout le reste, après, c'est du bénéfice. C'est du bénéfice, ouais. C'est ça. Est-ce que parmi les élèves que tu as eus et qui ont d'abord été profs, il y en a qui vivent aujourd'hui du content management et est-ce que tu sais si elles se sont spécialisées dans des domaines ou si elles ont des centres d'intérêt particuliers ou des fonctionnements? Oui, alors j'en ai 3 qui ont terminé la formation, qui sont des ex-profs et qui vivent de leur activité, et une qui ne vivra jamais du content management, mais qui vit en partie grâce à ça. Donc je vais un peu expliquer parce que donc il y a par exemple Gaëlle qui était formée en rédaction web dans une formation très connue que toute ton audience connaît probablement, et qui remplissait pas vraiment son planning en fait. Elle avait du mal à trouver des clients. Elle savait rédiger, mais elle avait du mal à trouver des clients. Elle a rejoint ma formation, non pas pour les compétences en rédaction web, puisqu'elle les avait, mais pour vraiment créer une identité de marque forte, pour se différencier, pour savoir comment communiquer sur les réseaux sociaux notamment, et avoir une stratégie qui lui permette d'acquérir les clients qu'elle voulait. Donc, elle cible beaucoup d'entreprises qui sont dans le domaine de la formation, parce que la pédagogie, ça reste vraiment son dada. Et donc, aujourd'hui, non seulement elle vit bien de son activité, mais en plus, elle a complètement remboursé les 2 formations qu'elle a suivies en moins d'1 an, en fait. Donc, on peut dire qu'elle est lancée. Il y a aussi Coralie. Coralie, c'est intéressant parce que elle était prof quand elle est venue à moi et complètement débutante. Elle ne connaissait rien au marketing digital, mais même, elle n'avait pas une grande appétence pour la technologie. Vraiment, elle partait de zéro, comme elle dit. Ouais. Et elle a été vraiment super motivée. Elle a suivi étape par étape les cours. Elle a osé poser des questions qui la taraudaient. Donc, elle a eu un parcours impressionnant. Et donc, elle a mis à peu près 1 an à faire la formation. Et dès qu'elle a eu fini, elle a mis en ligne son site avec les contenus qu'elle avait préparés. Elle a fait ses premiers posts. Elle a trouvé ses premiers clients. Et justement, encore hier, elle me disait qu'elle signait son 4e client régulier. Et donc, elle vit de son activité, voilà. Et en plus, dans le domaine qui lui plaisait. Donc, elle cible des entreprises vraiment qui recherchent quelqu'un qui est à la fois correctrice et rédactrice. Et c'est ce qu'elle propose. Donc, elle est ravie. Il y a Amélie qui est aussi une ex-prof de secondaire. Alors, Amélie, elle était déjà formée pour être assistante virtuelle. Ouais. Et ça marchait plutôt bien. Elle est spécialisée dans le bien-être, donc elle cible des thérapeutes, etc. Et d'ailleurs, je crois qu'elle a aussi cette casquette-là, qu'elle est elle-même thérapeute bien-être. Et donc, elle était limitée dans la variété des tâches qu'elle pouvait proposer à ses clients. Et ça l'ennuyait de les aider pour un certain nombre de missions, mais dès qu'il y avait un besoin en communication numérique, de ne pas savoir faire. Donc, elle a rejoint ma formation pour apprendre ça. Alors, elle a fait la formation en 3 mois. Elle a avancé, voilà, hyper efficace, motivée et tout. Et ça a complètement fait décoller son activité. Donc, elle a pu conserver ses clients, mais en plus faire grossir son offre auprès d'eux. Et donc, elle est super contente, quoi. Elle vit bien de son activité. Elle est toujours dans le domaine qui lui plaît. Et la 4e personne dont j'aurais eu envie de parler, c'est Cécile. En fait, Cécile, c'est une ex-prof
qui a démissionné après avoir essayé d'avoir des ruptures conventionnelles et qu'on lui refusait constamment. Elle a fini par abandonner, elle a démissionné et elle a créé, en fait, elle s'est formée en massage et elle est devenue doula. Mais elle est allée encore plus loin puisqu'elle a créé un centre de périnatalité dans son village. Et pour faire connaître son centre, eh ben, elle s'est formée en stratégie de contenu à mes côtés. Donc, elle n'a pas terminé la formation, mais elle s'en sert déjà pour avoir une vraie stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est chouette de pouvoir l'utiliser à la fois pour des clients et à la fois pour soi. Je sais que moi, du coup, en ayant que la partie technique SEO et rédaction web, j'ai pu, après avoir utilisé 2 ans pour mes clients, l'utiliser pour moi l'année dernière en créant mon propre site. Donc, je savais faire mon audit en partant de zéro pour le créer correctement. Je sais que quasiment toutes les pages que j'ai, les requêtes sont en première position ou au pire dans les 3 premières quand tu fais des recherches sur Google, donc je sais que je suis bien positionnée. Après, il me manque clairement la partie marketing, parce que si tu vas sur mon site, tu verras que j'ai rien à vendre. Donc quand je me plains que je gagne pas d'argent avec mon podcast, faut pas chercher midi à 14h, donc j'y travaillerai cette année. Mais c'est vrai qu'avoir tous ces aspects-là, même quand c'est pour toi, quand tu travailles à ton compte, ou même ça peut être pour un projet... admettons, t'as un podcast, mais c'est un side project, genre t'as ton travail à temps plein et t'as envie de développer ton podcast à côté, ou je sais pas, moi, vendre des graines parce que t'adores jardiner. Si tu te fais ton petit site internet, même si c'est du loisir, c'est vrai que si t'as toutes ces compétences-là, ça grandit beaucoup plus vite. Et si un jour ça doit se professionnaliser parce que c'est vraiment plus ta passion que ton métier à temps plein, la porte est déjà entrouverte. Donc c'est déjà aussi un avantage. Tu parlais tout à l'heure de la durée qu'avaient mis les différentes élèves à suivre la formation. Est-ce qu'il y a une durée minimale et maximale, ou est-ce que l'accès est limité, par exemple, après un certain temps à ta formation? Alors, l'accès n'est pas limité dans le temps, c'est à vie, l'accès au contenu, et je m'engage dans les conditions générales de vente à dire que si un jour je ferme cette formation, tous les contenus seront imprimables et téléchargeables aux élèves qui l'ont suivi. Donc, elles pourront conserver l'ensemble des contenus. Ça va un peu plus loin parce que toutes les mises à jour sont à disposition des anciens élèves aussi. Du coup, quand j'ajoute un module, quand j'ajoute une partie complète, comme ça va être le cas au fil de l'année qui vient, quand j'ai un nouveau partenariat pour une masterclass avec un invité, ce genre de choses, tout ça, ça sera toujours à disposition des anciens élèves sans surcoût. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de frais supplémentaires. Ensuite, sur la durée, alors c'est très variable au sens où ça va dépendre de la disponibilité de l'élève. J'ai eu des profs à temps plein. C'est évident que pour eux, c'est compliqué d'avancer en dehors des vacances scolaires, et encore. Donc, eux ont besoin de plus de temps. J'ai aussi eu des collègues qui sont arrivés là un peu malades, avec en rémission de burn-out et tout, donc ils ont avancé à leur rythme. Mais j'ai aussi eu des personnes très disponibles qui ont consacré 100% de leur temps. J'estime qu'en dessous de 3 mois, c'est un peu trop court pour s'imprégner vraiment de l'ensemble des compétences, de prendre connaissance de la théorie. On va quand même très très loin dans la théorie du fonctionnement de Google, de son algorithme. Donc rien que sur la partie théorique, il faut du temps pour s'imprégner. Et ensuite, c'est pas anodin de réfléchir à sa marque et définir une stratégie. Et donc je pense qu'il faut aussi laisser son esprit absorber et se mettre dans une énergie un peu sur le long terme en fait. Ouais, il faut faire mûrir les choses, quoi. Parce que c'est un peu créatif aussi, et on peut pas dire, bon alors, de 8h à 9h ce matin, je vais être créative. Ça marche pas comme ça. Donc du coup, 3 mois, ça me paraît le minimum, et je pense qu'il faut pas trop se stresser non plus sur cette durée. Il faut prendre les choses comme elles viennent. Moi, je m'engage à faire la correction des exercices dans la première année. Mais c'est parce qu'il fallait mettre un délai d'une certaine manière. C'est aussi parce que si demain j'ai toutes les promos ultra remplies avec plein de gens motivés, moi c'est du temps de correction que je leur dois. Et donc si j'ai des élèves qui sont inscrits depuis 2 ans qui se réveillent à ce moment-là, ça va être compliqué de tout mener de front. Donc j'ai un engagement légal d'1 an pour corriger le travail, mais selon comment les choses se passent, si c'est une personne qui a rencontré un obstacle particulier, enfin voilà, je reste un humain en fait, donc oui. On peut parler et on peut trouver toujours un arrangement pour
faire ça prendre plus de temps, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose, cette formation, qui peut être suivie en parallèle d'un temps plein en tant que prof, sachant que comme c'est tout à distance, en termes d'organisation, normalement ça passe, mais est-ce que c'est trop demandant? Est-ce que tu connais des gens qui l'ont déjà fait? Comment elles se sont organisées? Alors, c'est tout à fait possible. Ça repose sur la motivation. C'est certain que ça rajoute un peu de travail parce que on sait déjà que le métier de prof, il demande beaucoup de temps et pas seulement devant les élèves. Donc, ça demande une petite organisation familiale. Généralement, les personnes qui ont suivi ma formation quand elles étaient encore à temps plein, il y en a eu plusieurs, elles travaillaient un peu les soirs, plutôt en lecture des cours théoriques et elles m'ont beaucoup rendu de travail pendant les vacances scolaires ou elles m'envoyaient des mails avec des questions pendant les week-ends. Donc voilà, je pense que c'est faisable sur le peu de temps libre qui reste aux profs qui travaillent à temps plein. Mais ce que j'ai aussi remarqué, c'est que finalement, elles sont déjà dans leur départ. Elles préparent leur départ et du coup, elles se lâchent un peu la grappe sur les préparations de cours. Elles font moins qu'elles faisaient avant parce que elles veulent se consacrer à leur projet professionnel. Donc c'est pas du tout impossible, c'est pas les meilleures conditions, c'est sûr, mais c'est aussi un bon moyen de s'assurer des revenus le temps d'eux. Donc voilà, je comprends aussi qu'on ait envie d'avoir un filet de sécurité. Oui, moi j'avais fonctionné comme ça, j'avais suivi la formation en rédaction web sur 3 mois et du coup il y avait une partie en juin puisque ça commençait là parce que moi il y avait des dates de début et de fin parce que je voulais financer avec mon CPF, blablabli, blablabla. Et donc le mois de juin, surtout avec des CM2, avec ta formation à côté, j'avoue que c'était assez prenant, mais ça se faisait. Et du coup derrière j'avais juillet et août. Alors certes, je suis pas partie en vacances, mais il faut aussi parfois savoir ce qu'on veut et faire des concessions. Je suis partie très longtemps, les années qui ont suivi, donc c'était aussi pour ça. Tu vois, je pense que quand on sait ce qu'on veut, c'est ce que je remarque avec mes auditeurs et auditrices, quand des fois ils m'envoient des messages, rien qu'à la manière dont c'est écrit, je sais que dans 1 à 2 ans, ils sont plus profs. Parce qu'ils me parlent des projets qu'ils ont, ou d'une formation qu'ils vont commencer ou quoi. Rien qu'avec le ton qui est employé et là où sont positionnés les mots, ou les émojis qui vont suivre, ou l'intention, je me fais même pas de soucis. Enfin, je trouve que ça se sent, mais c'est difficile de le savoir pour soi-même quand on est encore dedans, parce qu'on a l'impression que tout est insurmontable, qu'on en est qu'au début, etc. Mais c'est souvent le cas. Et pour parler, on parlait tout à l'heure d'argent et de nerf de la guerre, donc retour à ce nerf de la guerre. Donc le coût de la formation, quand il est plein, parce que toi tu ouvres 3 sessions par an et la prochaine session ouvre là, donc les inscriptions commencent au 1er décembre 2024. Je précise l'année pour les gens qui écouteront ça dans 3 ans. Vérifiez sur le site de Manon, il y a des formations régulièrement. Donc là la prochaine ouvre le 1er décembre 2024. Le tarif plein, avec lequel on peut rejoindre la formation jusqu'à ce que les inscriptions ferment, à savoir le 31 janvier 2025, ce sera 950 €, mais pour les gens qui s'inscrivent avant le 31 décembre 2024, on est à cheval sur 2 années, ce sera de 800 €, donc 150 € de moins. Si en plus de ça, parce que donc Manon et moi, on a monté un partenariat pour aider les profs en reconversion, notre passion, si en plus de ça, vous passez par moi, donc sur mon site internet, vous verrez qu'il y a un code de réduction de 100 € qui est applicable et sur le tarif global, mais aussi sur le tarif réduit. Donc si vous savez, si vous êtes prêt à rejoindre la formation, que vous savez que c'est le moment pour vous, que vous allez être disponible à ce moment-là, vous pouvez cumuler la réduction du tarif préférentiel en vous inscrivant avant le 31 décembre 2024 avec l'offre qu'il y a sur mon site internet. Je mettrai le lien en description pour avoir encore en plus 100 € de réduction, ce qui fait qu'au lieu de 950 €, elle passerait à 700 € et que comme Manon l'expliquait tout à l'heure, en 1 à 2 missions, généralement, c'est rentabilisé, quoi. Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est un tarif qui a jamais été proposé. Donc, c'est un petit peu l'occasion ou jamais de s'offrir ça. Donc, si vous savez pas encore quoi vous offrir ou vous faire offrir pour Noël, c'est le cadeau, puisque c'est quelque chose qui va vous aider à changer de vie professionnelle. Et vous allez vous retrouver au sein d'une petite communauté bienveillante de personnes qui comprennent où vous en êtes. Et du coup, je pense que c'est un joli cadeau à s'offrir. Et c'est 10 personnes max, tu disais, par session, c'est ça? Oui. Okay. Voilà, c'est ça. Donc, il y a une promo d'hiver, une promo de printemps et une promo d'été. Et du coup, c'est au cours de cette promo d'hiver
qui donc débute le 1er décembre 2024, que le tarif avec la promotion commune est applicable. C'est ça. Et du coup, tous les liens qu'on a pu mentionner au cours de l'épisode et qui ont une importance pour vous, vous les trouverez en description de l'épisode, donc dans les notes de l'épisode. Je vous invite à faire un tour sur mon site internet avantjtprof.com. Dans la partie Se former, il y a un article entier sur la formation de Manon avec l'offre via notre partenariat. Et puis, il y a aussi des liens vers le site internet de Manon, donc vous pouvez avoir plus de détails sur la formation, vous y inscrire notamment, et puis avoir aussi un regard sur tout ce qu'elle fait d'autre, et au passage apprendre un peu à la connaître, même si là vous l'avez bien entendu, mais parce que c'est important, je me répète, de suivre des formations avec des gens avec lesquels on se sent bien, on se sent soi-même et on ose essayer, parce que au début on est débutant, hein, on va pas se le cacher. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu aurais aimé que je t'amène et où je ne t'ai pas amené ? Eh bien, j'aurais simplement eu envie de dire aux personnes qui nous ont écoutés jusque-là, déjà merci. Et que si cette reconversion les titille, elles peuvent aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook Prof en Rédac, Exact. qui est un groupe dédié à cette reconversion où j'essaie de me connecter tous les jours. Je réponds aux questions. Si vous en avez, vous pouvez créer un post. Et puis, il y a une grosse communauté. On est un peu plus de 700. Ouais. Presque 800. Et donc, voilà, c'est un lieu idéal, à mon avis, pour poser vos questions sur la reconversion. Il y a plein de collègues qui ont déjà passé le cap, même d'autres qui, après avoir été dans le content management ou la création de contenu, sont passés de l'autre côté, sont maintenant auteurs, autrices littéraires. Donc, il y a plein de parcours différents et vous êtes les bienvenus. Bien, un lien supplémentaire que j'ajouterai dans la description de cet épisode. Eh ben, écoute, Manon, je te remercie beaucoup d'avoir pris tout ce temps, de m'avoir expliqué et de nous avoir expliqué en détail les tenants et aboutissants de ta formation. Et puis, aux personnes qui nous écoutent, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me le dire ou à poser vos questions directement à Manon. Et puis, quand l'épisode sortira, il y aura, vous verrez juste après avoir écouté, une petite boîte en story sur ma page Instagram. Donc, s'il vous reste des questions à poser, vous pourrez les poser là. Et puis, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc, je te remercie beaucoup, Manon. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci Florence pour ton accueil et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et je reste moi aussi disponible s'il y a d'autres questions qui viennent suite à l'écoute de cet épisode. Merci encore de m'avoir invitée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute. Je vous invite également à le partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Pour soutenir mon travail, je vous donne rendez-vous sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description. Les dons y sont possibles à partir d'1 € et comme l'an dernier, je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui soutiennent ce projet et grâce à qui vous avez pu écouter un nouvel épisode aujourd'hui. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantjtprof ainsi que les sujets abordés dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur avantjtprof.com pour accéder à tous les épisodes disponibles et trouver le soutien dont vous avez besoin. Et pour en savoir plus sur les coulisses de l'émission et sur ma propre reconversion, inscrivez-vous à la newsletter. À bientôt!